bonsoir, bienvenue. Ce soir c'est la 13e soirée de la petite édition qui va être consacrée à Abirato et comme d'habitude on commence en lecture avec un texte de Antonio José Forte tiré de ce recueil Un couteau entre les dents. Ça commence par un exergue de Daniel Cohn-Bendit. Ceux qui lancent les révolutions sont toujours les cocus de l'histoire. Tu dois avoir raison, et certainement l'histoire n'attendra pas longtemps pour te mettre des cornes. Une corne rouge et l'autre noire, grand et délirant cornu, minotaurion écumant et regardant tout à hauteur de sexe. Je suis pour la raison ardente de tes cornes. Tu as bien mis le pied sur la queue de Dieu, tu as bien planté tes dents dans la gorge du dialogue, tu as admirablement bien enfilé une corne puis l'autre dans le cul en l'air de la politique, ce qui était ce qu'elle demandait, corne détonateur et rien de plus sais-tu, parce que personne ne représente personne et la poésie doit être faite par tous. Dada dodo, donne-moi ta corne rouge, dada dodo, donne-moi ta corne noire. Je veux les caresser, je veux les voir fumer, fumer noir et rouge avant l'incendie où elles brûleront définitivement. Je te salue surréalistiquement, moi, un homme presque sans espoir quant aux cornes portugaises. Je ne sais si tu peux me comprendre. D'autres avant toi, mais de la même famille colérique l'avait déjà dit, le sommeil du matérialisme dialectique engendre des monstres. D'où cette monstruation sacrée qui se fatigue à salir les draps. Tu as bien fait de les prendre du bout de tes cornes et d'aller les accrocher à la tour Eiffel. Ceux qui tricolorent, Prévert, vont maintenant vomir, misère. Vive Dany, corne Satan, un coup de corne dans la porte de demain, cantaride, dans les couilles ouvrières, pan, pamphlet, en plein dans les ovaires. Tu as mis à l'air les tripes de la société capitaliste, tu as soulevé le couvercle du chaudron de la démocratie, mais en prenant garde à te pincer le nez d'une main, tandis que l'autre se hérissait de fleurs, tout cela avec le naturel de la colère. Toi qui as inventé, en faisant la chandelle sur la peau tendue du tambour de Paris, le livre des grandes excitations, pseudonyme des désirs refoulés, analphabète de l'abécédaire révolutionnaire qui a signé d'un coup de corne la pétition pour la révolution. Hurrah! Loup-garou Pravda qui a croqué pour la première fois depuis des siècles le clitoris de Paris et qui a prouvé que la ligne d'horizon du futur passe par le nombril. Tu as donné le nom de figue à Freud, Karl Marx, Fournier et Bakounine. Hurrah! Quand tous on croyait que cette fois-ci c'était la bonne, les entrailles de Breton commençaient à pourrir et les marteaux de l'art de la démocratie et tutti quanti commençaient à poser sournoisement les clous de la dernière scène de la Veuve Joyeuse. Mais voici que ces entrailles, comme un tremblement de terre, montrent les dents. Toi, Dany, qui t'es toujours servi du bonnet phrygien comme d'un préservatif, tu as souri à cela, et avec ton doigt de bronze, tu as écrit sur les murs ces phrases inventées. Par exemple, le poète dévorera son poème ou pas, le poète dévorera le poème pour faire la révolution. Ou sinon, le poème dévorera le poète. Qu'il soit bien entendu que je te loue seulement pour que tu brûles, pour au moins sentir dans mes narines la douce et nouvelle odeur du soufre qui annonce l'aurore boréale, et de la poudre à canon dans le foie, signale au fougueux coup de corne. Tu es en ce moment à peine un prétexte pour que le rasoir honteusement replié que je suis puisse s'ouvrir de façon raisonnablement agressive, et peut-être pour toujours, enfin on verra, parce que sous ma gabardine, cette seconde peau littéraire douée pour recevoir les compliments, comme pour les donner, ma peau et mes os, plutôt que de porter la moelle de l'espérance, font ce peu de chair qui passe la nuit dans une chambre, ce cordon ombilical qui m'attache à la révolte et m'exalte dans l'amour, parce que je sais également qu'il y a ceux qui attendent la visite de la liberté, ceux qui n'attendent pas, et ceux qui la mettraient à la porte, trois sortes de gens qui seront jugés par la liberté elle-même. Tous pans des arts et l'être ragondin du journalisme, tortues de la politique, tous leurs échelles sur le dos, pour le prendre de haut depuis l'entonnoir du dialogue, pour aller en voiture, pisser au bord de la mer, en regardant le coucher de soleil, tous ceux qui se servent de leur sexe comme d'une cravate et baisent avec leur cravate nouée autour du sexe, tous sont définitivement des autruches. Je n'entre pas dans ce tango aux lumières tamisées pour ne pas y voir couler le sang. Je suis pour qu'on frappe du pied le parquet, et pour le coup de corne au plafond, je suis pour le bond de la panthère, et pour la haine et l'amour rayés de rouge, je suis pour la main tenant le marteau, et pour le marteau brisant le miroir, je suis pour toi, pour ton œil sauvage, pour ton gauchisme tout en meuglement et en corne. Je te l'ai déjà dit, à ma montre, il est l'heure de tuer, d'appeler l'amour à la table des sanguinaires. Je n'ai rien à cirer de la pêche aux idées, ni de la rangée des chapeaux, de l'alentero, désaccordant tout en cœur l'espérance. Je suis peut-être un violent, un homme avec des flammes à la ceinture et à la langue bien pendue malgré ses dents grinçantes. Dany, l'anti-suicidé, je sais parfaitement que tu te nommes aussi Rudy Vietnam, Che Guevara et autrement encore, mais que ton seul nom est prolétariat. Je suis fatigué de tricoter mes propres tripes.
de boire et d'écrire entre deux, d'avoir pour destin de fumer pour distraire mes poumons, jusqu'à ce qu'il en sorte des serpentins et rien d'autre. Mais ce n'est pas ce que je veux, Dany le possédé, anneau rouge et noir, feu à l'abcès, poisson dada dans le courant chaud surréaliste. À la prochaine. Donc, comme vous pouvez le constater, on va parler de politique et de poésie ce soir. Avant de commencer de vous présenter la soirée, est-ce que Thierry, donc la moitié d'Abirato, veut bien nous dire un petit mot sur Antonio José Forte? Forte, il est né en 1937, il est décédé en 1988. C'est le livre qu'on a édité de Forte, c'est un livre qui est assez emblématique pour nous parce qu'il combine à lui tout seul en fait pratiquement l'ensemble du projet ou des projets à venir d'Abirato. C'est-à-dire que c'est à la fois un poète, c'est un contestataire, et à lui seul il résume un peu les deux grands courants qu'on essaie d'explorer avec Abirato. C'est d'un côté la critique sociale, sachant qu'il y a la différence entre critique sociale et critique politique, c'est que la critique politique, elle critique la politique d'aujourd'hui, ce qui se passe, peut-être pour réformer. La critique sociale, en général, elle a pour but, à moyen terme ou à court terme, de changer la société. Donc la critique sociale d'un côté, et de l'autre côté, la poésie, l'approche poétique. Et pour nous, il y a un lien entre l'approche poétique d'un côté et la critique sociale, c'est l'utopie. Voilà. Et ça, je pense qu'on va être amené à en parler. Donc Forte, c'est un poète surréaliste portugais. Il est d'un pays où le surréalisme est arrivé tardivement. L'influence du surréalisme au Portugal, c'est à la fin des années 40, au début des années 50. Forte, lui, il est plus jeune, donc sa vie de poète en fait commence à peu près aux années 60. Et quand il a à peu près cet âge-là, dans les années 60, il y a le Café Gelo. Et le Café Gelo, c'est un café ou un lieu culturel où il y a des poètes, une poignée de poètes portugais qui sont d'obédience surréaliste. Mais à une époque où il n'y a plus de groupe surréaliste au Portugal, donc c'est un peu en marge. Et la société, c'est la dictature de Salazar, donc une vie culturelle pratiquement atone, excepté peut-être dans les petits cercles minuscules comme le Café Gelo. Forte, il est employé à la bibliothèque, il est employé à la fondation Gulbenkian. Et il travaille comme bibliothécaire itinérant, c'est-à-dire qu'il distribue des livres, il fait connaître des livres dans les villages, dans un pays où la politique d'enseignement, c'est plutôt d'éduquer le minimum la population, ce qui lui évite de réfléchir, de critiquer, etc. Donc il y a ce problème entre d'un côté un poète et puis des gens qui ne comprennent pas forcément non plus sa poésie. Voilà. Il vit pas très bien en fait au niveau financier, comme beaucoup de gens au Portugal à cette époque-là. Et comme beaucoup, lui, pour des raisons plus financières et aussi parce qu'il y a l'étouffoir culturel dans lequel il vit, il va être amené à s'exiler. Il va quitter le Portugal à la fin des années 60. Beaucoup d'autres ont quitté le Portugal pratiquement à la même période, voire un petit peu plus, parce qu'ils ne voulaient pas participer aux guerres coloniales du Portugal en Afrique. Donc ça, c'était des services militaires qui duraient quand même pas mal d'années et en pleine guerre. Donc lui, c'est pas le cas. Il s'exile d'abord à Amsterdam avec un ami. Et Amsterdam, c'est en 66, donc il quitte le Portugal, dictature salazariste, catholique, etc. Il arrive à Amsterdam, et Amsterdam, c'est le mouvement Provo qui est en cours. C'est un peu le pré-mai 68 pour chez nous. Donc, évidemment, c'est un choc culturel. Et Amsterdam, il découvre dans une librairie, une table, et puis il y a la revue d'un groupe français qui s'appelle International Situationniste. Donc c'est un surréaliste portugais qui vient de sa dictature du Portugal. Il arrive en Europe, à Amsterdam, et il découvre les situs. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a plein de raisons qui font que c'est intéressant. D'abord, c'est très rare qu'un surréaliste trouve intéressant les situationnistes, surtout à cette époque-là. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que Forte, ça je vais peut-être dire après, la relation qu'il a à la poésie, c'est pas la poésie comme un échappatoire. C'est-à-dire c'est pas le monde morbide dans lequel il vit, puis dans sa poésie il va se réfugier. La poésie, c'est un rapport à l'individu, à son propre langage. Et le lien avec l'utopie, c'est que la société, il faut la changer. Donc là, il faut agir. Donc Forte, quand il découvre les idées situationnistes, il voit aussi, c'est pas que ça va forcément entraîner un grand changement par rapport à ça. Son rapport à la poésie, ça va entraîner un grand changement par rapport à son rapport à la politique. Parce que au Portugal, sous Salazar, l'opposition structurelle qui existait, c'était l'opposition du Parti communiste. Voilà. Donc c'est pas vraiment la même chose qui se situe.
Et donc il découvre une autre façon de penser. Et de Amsterdam, il va à Paris, un petit peu après, donc je crois peut-être en 67 il me semble. Et à Paris, transformé par sa découverte du mouvement Provo et de la lecture des situs, il va créer le premier groupe situationniste portugais, avec une poignée de personnes, dont Américo Nunes, dont on a édité, nous, par d'autres raisons, un livre qui est Les Révolutions du Mexique. Et donc il crée le premier groupe situationniste portugais, donc en 67. Et puis en fait, malgré qu'on est à quelques mois pratiquement de mai 68, il est rattrapé par la contingence. Il vit difficilement en France, financièrement, et il va retourner au Portugal. Voilà. Donc il retourne au Portugal, il va retourner au Café Gélo, revoir ses anciens amis qui sont toujours autour de la table en train de penser poésie, etc. Et voilà, et puis voilà. Donc ça, c'est l'itinéraire de l'individu, de la personne, rapidement, de la personne Forte. Et puis, il y a son rapport à la poésie. Donc j'ai dit, chez Forte, la poésie, c'est pas un échappatoire, c'est un rapport à soi. C'est un rapport c'est un rapport à son propre langage. Est-ce que quand on parle de son propre langage, ou sans s'en rendre compte, on parle dans le langage des autres, le langage un peu des idées dominantes. Voilà. Donc lui, c'est rechercher son propre langage. Pourquoi faire? C'est rechercher son propre langage pour mieux se comprendre soi-même, pour me casser un peu, enlever les différentes couches de réification qu'on a eues depuis qu'on est enfant, à la famille, à l'école, au travail, qui a fait qu'on est parfaitement formaté pour être bien conditionné pour travailler jusqu'à la retraite. Donc il y a des choses à casser comme ça. Voilà. Et lui, son rapport à la poésie, c'est retrouver d'un côté un peu ce qu'on pourrait appeler le langage vrai, un langage qui n'est pas réifié, et essayer de retrouver l'homme vrai, l'homme qui est moins conditionné.